Oh, et on ouvre notre débat de la soirée. Donc ce matin, le CIO a voté et a attribué donc aux Alpes françaises l'organisation des JO d'hiver de 2030. Alors des jeux qui seront sobres et responsables. 95% des infrastructures sont déjà existantes, avec un dossier porté par deux grandes régions, Rhône-Alpes-Auvergne et la région sud de France. Alors c'est une victoire, hein. En tous les cas c'est plutôt le sourire du côté des amoureux et des professionnels de la montagne, les élus de montagne qui se sont réjouis aujourd'hui, les grands élus également, et puis une victoire aussi parce que Chamonix, Grenoble, Albertville, et là c'est une compétition qui s'ouvre différemment. Quand vous dites sobre, on pourra prendre un petit vin chaud. Bien sûr. Mais il y en a d'autres qui commencent et qui s'interrogent sur la pérennité de ces grands événements, mais j'élargirais même aux grands événements comme celui de Paris 2024 et qui disent, compte tenu du dérèglement climatique, est-ce que tout cela a un sens ou au contraire, c'est le moyen justement de pousser cette économie du ski, des sports d'hiver, de se transformer et de répondre aux exigences et aux adaptations du moment et du monde de demain. Jean-Luc Crétier. Alors évidemment, je commence avec vous, Jean-Luc. C'est une victoire, c'est un plaisir, c'est parce que Albertville est dans la tête. Et est-ce que la question qui est un peu poil à gratter, Jean-Luc, est-ce que c'est bien raisonnable? Alors, dans ça l'ordre. fait beaucoup de questions en une question. Écoutez, moi, je peux que me réjouir, naturellement. Hein. Je vais quand même pas scier la branche sur laquelle j'ai obtenu cette médaille olympique. Déraisonnable. Ce qui est déraisonnable, si vous voulez, c'est que surprenant, même pas déraisonnable, mais surprenant, c'est que la France était la seule candidate, puisque toutes les autres candidatures ont jeté quand même le bébé à la poubelle avec l'eau du bain, et malheureusement. On peut pas savoir si véritablement ça va être quelque chose de grandiose, parce que on a le savoir-faire, mais on sait pas exactement si on aurait pu trouver mieux ailleurs. En tout cas, une chose est sûre, vous venez de dire qu'il y avait 95% des infrastructures qui étaient construites, c'est vrai. Ça va coûter quand même beaucoup. Pour l'instant, la candidature me surprend un petit peu parce que Val d'Isère a été écarté de cette candidature, par rapport à une logistique que vous comprendrez, de déplacement. Oui, parce qu'il va y en avoir sur l'ensemble du massif des Alpes, quasiment, des épreuves. Moi, je parle par rapport à ce que je connais, c'est-à-dire le ski alpin. Courchevel va récupérer énormément d'épreuves sur un site au niveau logistique qui est très condensé. Et je ne sais pas comment ils vont pouvoir réorganiser tout ça, parce que vous avez quand même une vie de station en pleine période de vacances qui fonctionne aussi. Quand on voit ce qui se passe à Paris, je ne sais pas ce que ça va pouvoir donner sur une station comme Courchevel. Oui. Donc Val d'Isère était la bienvenue. Après, je sais qu'il va y avoir des structures qui vont être construites au niveau de la ville de Nice, des patinoires. Là, je laisserai Philippe en parler. Mais si vous voulez, c'est vrai que moi j'ai connu, pour avoir fait les Jeux en 92, j'ai connu ça. Ça a apporté un plus juste phénoménal dans nos vallées. On en vit encore aujourd'hui, puisque l'infrastructure routière a été développée en 92 et elle n'a pas évolué beaucoup depuis. Et là, ce qui risque de se passer, c'est qu'on va utiliser cette infrastructure avec une demande plus importante et on va être un petit peu coincé, un peu à l'image de ce qui se passe dans la capitale actuelle. Oui. Marie-Claire Estou. Moi, je vais réagir positivement. Je pars du principe que tous les grands événements qui concourent à faire parler du sport et à encourager la pratique sportive dans un pays sont quelque chose de positif. Tout à l'heure, on a évoqué le fait que ça allait coûter de l'argent, mais en fait, on ne raisonne pas comme les Américains. Les Américains, quand ils ont un grand événement, ils raisonnent sur qu'est-ce que ça va nous rapporter. Et nous, on devrait aussi raisonner comme ça. Qu'est-ce que ça va nous rapporter, plutôt que de dire ça va nous coûter. Forcément, mais c'est un accélérateur, et Jean-Luc l'a rappelé, c'est un formidable accélérateur de développement pour les régions qui accueillent de grands événements comme ça. Donc moi, je suis ravie. Et puis, on parle développement durable, on parle environnement.
Justement, la candidature, les Jeux Paris 2024 sont en train de montrer qu'on peut être innovant sur le sujet. Et je pense qu'en montagne, c'est aussi une formidable occasion de se réinterroger et justement de trouver des solutions pour faire une épreuve qui soit, qui embarque avec elle dans son organisation des choses qui soient durables et dans le respect de l'environnement. C'est un challenge. C'est un challenge. Jean-Luc Crétier, la question du dérèglement climatique, de l'enneigement, on voit chaque année, c'est le marronnier dans les infos. Il y a de la neige trop tôt, trop tard, beaucoup, pas assez. On voit bien que les choses évoluent quand on aime la montagne et qu'on regarde ce qui se passe. Est-ce que cette question-là, est-ce que la pérennité finalement des sports d'hiver va se cantonner, les prévisions sont quand même relativement sérieuses sur le niveau d'enneigement dans les dizaines d'années qui viennent. Est-ce que il y a une transformation à avoir? Est-ce qu'on peut continuer sur ce modèle-là? Et est-ce que vous, les gens de montagne, vous interrogez? Moi, je le sais que c'est déjà une question qui est dans les tuyaux, mais est-ce que se dire on organise des Jeux Olympiques, est-ce que c'est raisonnable? En fait, les Jeux Olympiques, c'est une vitrine d'un savoir-faire. Le savoir-faire au jour d'aujourd'hui par rapport au phénomène climatique, on n'a pas attendu les Jeux Olympiques pour le pallier, pour trouver des solutions. Au jour d'aujourd'hui, nous avons des enneigeurs artificiels qui consomment de moins en moins, qui utilisent de moins en moins d'eau, sachant que l'eau est redonnée à la nature à la pompe de la neige en fin de saison. Je pense pas que les Jeux Olympiques viennent véritablement, il va y avoir une empreinte carbone qui va être importante par rapport au déplacement des athlètes. Mais sinon, le quotidien de nos stations, depuis des années et des années, c'est un fonctionnement récurrent, c'est ce qu'on appelle l'or blanc. Et c'est vrai qu'il est un petit peu chamboulé, mais pas toutes les années. Là, j'ai récemment regardé notamment sur le Chili. Le Chili, actuellement, il croule sous des mètres et des mètres de neige, alors que ces dernières années, il n'y en avait pas. Et donc, je pense que c'est cyclique. Personnellement, je pense que les Jeux Olympiques n'ont pas forcément d'impact, à part l'impact du déplacement de X nombre de personnes sur un site en même temps. Gilles Blanchman, et après on va aller voir notre invité. J'avais dans une un question instant, pour nos sportifs. C'est est-ce qu'à terme on reviendrait pas à ce qu'étaient au départ les Jeux Olympiques, c'est d'avoir un pays qui organise les Jeux Olympiques d'été et d'hiver pour faire des économies d'échelle. Et c'était avant tous les 4 ans, les Jeux Olympiques, c'était pas de 2 ans en 2 ans. Et est-ce que finalement on n'a pas besoin d'avoir 4 ans pour récolter des fonds et faire en sorte qu'un pays maintenant organise les Jeux d'été et les Jeux d'hiver comme c'était avant, avec des économies d'échelle et avec les sponsors. Mais c'est une question de néophyte. Non, mais c'est une très bonne question parce que ça pose la question de la temporalité des grands événements. Je prends l'exemple du judo. Les championnats du monde, c'était tous les 2 ans avant. À mon époque, c'était tous les 2 ans. Maintenant, c'est tous les ans. Et effectivement, les Jeux d'hiver ont été été-hiver ont été intercalés. Avant, on faisait les 2 la même année. Mais en termes d'organisation pour un pays, c'est colossal. Et puis, il faut des infrastructures, il faut à la fois de la montagne, et il faut des équipements. Mais vous avez 4 ans pour trouver les sponsors, pour trouver des gens qui s'engagent. C'est énorme. Le fait d'avoir décalé, moi je trouve que c'était plutôt une bonne idée de faire comme ça. On a tous les 2 ans un grand événement, mais au moins ça reste tous les 4 ans à l'échelle du sportif. Sur cette question, Jean-Luc Crétier. Moi, je rejoins tout à fait Marie-Claire. Je pense qu'avant, le fait d'avoir la même année des Jeux d'hiver, des Jeux d'été, au niveau logistique, c'était juste ingérable par rapport à un pays, si c'est un pays qui accueille les 2 en même temps. Mais moi, je trouvais ça très bien. Je l'ai vécu, puisque on a fait 92, on a fait 94. C'est à cette période qu'il y a eu ce changement sur 2 ans. Et je peux vous dire que ça a été très juste de performer en 92 et d'être prêt de nouveau en 94. Je pense que tous les 4 ans, c'est bien. Après, le décalage s'opère. Moi, je trouvais ça presque naturel. Vous avez une attitude pour les gens qui sont sportifs d'été, et puis vous avez une période pour les sportifs d'hiver. Et ces 4 ans sont incompressibles par rapport à la préparation de Jeux Olympiques. Philippe Candeloro, qu'on a retrouvé, qui est avec nous par téléphone depuis la Plagne. Bonsoir Philippe.
Bonsoir, ça y est, je suis là, j'ai récupéré du réseau, donc tout va bien. Bon, on va appeler le maire de La Plagne et on va lui expliquer que ça va pas du tout, ça, dans son réseau Internet. Hein. Bon, il est à Paris, c'est pour ça il a coupé le réseau. Bon, Philippe, comment on a vécu à La Plagne cette annonce et on était sur le débat autour de la pérennité de ces grands événements à l'aune du changement, du dérèglement climatique, mais que ce soit aussi des Jeux d'été, parce que certains s'interrogent, ou d'une Coupe du Monde de football, on a vu au Qatar, tellement ça a été effectivement des questions d'organisation et d'ajustement. Philippe. Écoutez, moi j'étais ce matin effectivement sur l'esplanade de La Plagne où il y avait un écran géant avec la retransmission de l'annonce officielle. Donc je peux vous dire que c'était l'euphorie ici. Bon, même s'il n'y avait pas trop de surprises et que il faut attendre que l'État français sorte de la panaille dans laquelle il est au niveau politique. Et qu'il puisse enfin voter le budget pour que ce soit définitivement acquis. Voilà. Mais sinon, il y avait de la joie, il y avait du bonheur, il y avait des gens de Courchevel qui étaient là, parce qu'ils sont aussi impliqués. Puis il y avait surtout ici à La Plagne, implication de la piste de bobsleigh. Alors, sur cette question, Philippe, est-ce qu'il y a une adaptation nécessaire de ces grands événements, Philippe Candeloro ? C'est sûr qu'en ce moment, on se pose pas mal de questions. D'ailleurs, si vous regardez le nombre de candidatures qu'on postulé pour organiser les Jeux de 2030, il n'y en a pas beaucoup. C'est aussi ce qui favorise peut-être l'acquisition de Paris de France 2030. Mais et puis nous, nos patinoires, regardez, en ce moment, on se fait fusiller parce que soi-disant, ça coûte cher. Mais c'est peut-être le seul sport sur les sports de glace qui pourront peut-être être préservés ou retranscrits sur les Jeux d'été, parce que comme ça se passe dans un équipement couvert. Peut-être que ces sports-là seront sauvés, mais il est vrai qu'en ce moment, avec le manque de neige, enfin, quand on dit ici cet hiver à La Plagne, par exemple, ils ont débordé de neige avec la pluie qu'on a eue, et c'était jusqu'au mois d'avril, puisqu'on n'a pas eu de printemps. Ouais. Mais c'est vrai que c'est une question que tout le monde doit se poser aujourd'hui. Il y aura des nouveaux sports qui vont se réinventer. Hein. De toute façon, après le côté artificiel, on ne dit jamais aussi bien sur une neige artificielle qu'une neige naturelle, et nous pareil pour les patinoires. Hein. Mes chers Brévois, je voulais aussi qu'on entende notre invité Antoine Pin qui est avec nous en direct. Bonsoir Monsieur Pin. Bonsoir. Directeur de l'ONG Protect Our Winter France. Quelle est votre vision de ces grands événements en dehors des Alpes, du fait que dans 6 ans, effectivement, les Alpes vont organiser une session des Jeux Olympiques d'hiver. La pérennité de ces grands événements, est-ce qu'il faut se poser aujourd'hui collectivement, tous les organisateurs, sur l'avenir de ces événements à l'aune du dérèglement, du changement climatique, du monde qui se profile demain? Je pense qu'on peut élargir la question à l'utilité sociale de ces événements-là pour les populations des pays qui reçoivent les événements. Je me trouve moi-même aujourd'hui à Paris pour une conférence sur les enjeux environnementaux autour des CIO, et c'est vrai qu'il a été pour moi assez surprenant de payer un billet de métro 2 fois plus cher que d'habitude dans le cadre de ces événements-là, et qui peuvent être des symboles très forts et marquants en fait pour les populations, de voir l'impact que l'organisation de ces événements-là ont sur leur vie. Donc, dans une perspective où les événements comme les JO seraient des accélérateurs massifs de progrès au service des populations, j'entendais vos invités parler de questions de mobilité. En effet, dans le milieu de la montagne, le premier impact carbone, c'est la façon dont les gens se déplacent pour venir visiter nos montagnes, que ce soit en été ou en hiver. Et si l'occasion d'avoir ces événements-là peut mettre en avant des politiques de transport ambitieuses qui permettent le retour du train, du bus, le fait qu'on puisse laisser sa voiture directement chez soi et vivre la montagne en n'ayant pas à la prendre, ce sont des opportunités qui peuvent être intéressantes. Malheureusement, dans le cadre de 2030, le timing, on se rappelle qu'il nous reste uniquement 5 ans et demi entre la date ce matin de validation sous condition de la candidature française et des Jeux qui auront lieu en 2030, laisse peu de place à des chantiers d'ampleur qui pourraient transformer le visage notamment du transport et de la mobilité à destination de nos montagnes. Oui. Et surtout, en ce qui concerne 2030, on voit que c'est un projet qui a été proposé par des régions qui ne semblent pas vouloir entendre des avis divergents. Moi, je fais partie d'un collectif qui a créé 17 critères qui pourraient permettre à l'événement d'être en accord avec l'accord de Paris pour limiter le réchauffement global à 1,5 degré. Et suite à notre visite à l'Élysée avec cette liste de 17 critères, la présidence de la région Auvergne-Rhône-Alpes a décidé de sucrer pendant un temps les subventions d'une association professionnelle dont les adhérents sont des entreprises comme Rossignol-Salomon, de sucrer 30% de leur financement parce qu'ils n'étaient pas contents de voir des potentiels partenaires exprimer des ambitions climatiques. Donc,
Ça laisse perplexe. Et les discussions continuent. Antoine Pain, vous êtes effectivement la discussion autour de ça avec les membres du CIO à Paris, directeur de l'ONG Protect Our Winter France. On voulait avoir votre avis sur ces grandes réflexions. On l'entend bien finalement les uns les autres qu'il y a des réflexions, il y a des discussions, tout le monde est conscient des enjeux, plus ou moins à une échelle plus ou moins grande, Philippe Candeloro, mais tout le monde est conscient pour préserver ces grands rendez-vous internationaux, ces grands rendez-vous sportifs. De toute façon, le climat sans doute nous rappellera à l'ordre. Évidemment qu'on a envie de préserver cette grande fête du sport que sont les Jeux Olympiques, même si en ce moment, on va dire que certains athlètes, et moi y compris, on trouve ça malheureux qu'on puisse pas y participer plus activement, parce que on est effectivement les anciens, on est des doyens pour les jeunes aujourd'hui. Alors c'est pas aux jeunes de s'occuper de nous, mais je pense qu'il y a d'autres collègues qui auraient pu faire en sorte qu'on soit un petit peu plus impliqués, surtout les sportifs des Jeux d'hiver qui, je trouve, sur Paris 2024, sont un peu écartés de cette candidature. J'aimerais bien qu'on inverse les choses en 2030. Merci, et peut-être qu'on fasse donner la leçon à Monsieur Tony Estanguet, par exemple, qu'on le laisse de côté. Alors que moi, c'est pas ma physiologie des Jeux Olympiques. On est tous de la même famille, qu'on soit des sports d'hiver ou des sports d'été. Après, je voudrais juste revenir sur ce que le monsieur a dit là, juste avant. Sur la candidature 2030, il faut quand même souligner la chose importante, c'est que c'est tellement espacé depuis entre Chamonix et Nice qu'il y a très peu d'infrastructures à reconstruire, à part la nouvelle patinoire à Nice, où que ce sera une double piste, puisque de toute façon, il nous en faut une là-bas pour rénover celle qui existe depuis 50 ans. Mais sinon, je trouve que c'est plutôt pas mal d'éclater les sites aujourd'hui, puisque de toute façon, entre les skieurs et les patineurs, ça fait déjà 3-4 Olympiades qu'on est un petit peu éclatés les uns avec les autres et qu'on se retrouve pas forcément. Donc la fête est plus au rendez-vous, mais c'est vraiment la réunion du sport et des compétitions qui doivent perdurer, ça c'est sûr. Bon, écoutez, le débat est ouvert et je pense que ça va donner lieu, parce que vous le précisiez, Philippe Candeloro, l'État n'a pas encore co-signé cette garantie financière. Il est nécessaire, mais la dissolution est passée par là, donc c'est pas Gabriel Attal qui peut signer au bas de la page. Il faut attendre un nouveau gouvernement. Il y a pas de signature, vous savez, Christine, peut-être il faut peut-être voir tout du début. Est-ce que quelqu'un sait autour de cette table, Philippe, Jean-Luc, si l'État ne dit pas on vous suit, l'État, ça tombe à l'eau? Si c'est une condition suspensive. Ça tombe à la neige. Ça tombe à la neige. À la baille. Bon, après, Christine, je pense qu'ils n'auraient pas fait tous pataquès. S'il n'y avait pas une solution de sortie, même après le mois d'août, moi ce que je trouve un peu égoïste de la part des politiques, c'est que justement, il faut faire au plus vite, parce qu'on passe encore pour des charlots, quoi. C'est tout. C'est que déjà sur nos Jeux Olympiques, arriver à un bazar monstre politique pendant les Jeux, c'est un truc invraisemblable, et on ne pense pas aux sportifs qui ont mis des années pour pouvoir être au rendez-vous et au top à ce niveau-là. Et là-dessus, je trouve vraiment dégueulasse que les uns et les autres se tirent la bourre. Même si ça dépend de notre pays, ça dépend de notre avenir à tous. Mais je pense que là-dessus, il faut une grosse erreur. Et à l'inauguration, Marine Le Pen fera peut-être un triple Axel. Peut-être. Mon cher Gilles, je voudrais faire un petit retour vers Richard, qui est notre auditeur, qui nous suit, qui est avec nous en fil rouge depuis Toulouse. Richard, vous êtes derrière la candidature, ça vous plaît, les Alpes 2030? Financièrement, il faudra voir si on n'aura pas en 2030 des choix qu'on ait rien à faire entre l'hôpital et les Jeux d'hiver. Donc je pense que Philippe a raison quand il dit que nos politiques utilisent les Jeux. En fait, ils ont besoin de sérénité, nos sportifs. Et je pense qu'en étant la seule candidature, on aurait pu peut-être trouver une solution de cofinancement avec d'autres pays qui auraient pu candidater, et moyennant en mettant en jeu le fait qu'on n'ait pas forcément les moyens de le réaliser. Tout ça. Je pense qu'on est très arrogant et je pense j'espère qu'on ne décevra pas tout le monde en faisant croire qu'on pourra le faire et sans pouvoir le faire. Bon, Richard, vous bougez pas. Ce sera peut-être l'avenir des Jeux Olympiques, des candidatures coportées par plusieurs pays mitoyens. La Suisse l'avait fait avec l'Allemagne, je crois, ou l'Autriche, à une époque. Non, c'était dans le football. Oui, non, c'est dans d'autres compétitions. L'avenir nous le dira, mais pour l'instant, les Jeux sont des candidatures uniques, de villes uniques. C'est pas encore là, c'est la première fois que c'est un massif, c'est 2 régions. Ça, en revanche, c'est effectivement une grande première. Richard, mes chers vraies voix, Marie-Claire Estou, Philippe Candeloro, Jean-Luc Crétier, Gilles Gansman, vous allez jouer avec nous. Antoine Mazer a aiguisé ses questions parce que c'est l'heure du quiz.